Bonjour à tous et bienvenue à cette émission spéciale de Sens politique où je reçois avec moi le député du Bloc québécois, Sébastien Lemire, et sa circonscription, bien sûr, c'est la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous avez sorti une nouvelle publique hier, en fait, on la sort aujourd'hui. Les attentes du Bloc québécois pour la mise à jour économique. Alors, je suis allée faire quelques petites recherches là-dessus. Et puis, dans votre communiqué de presse, vous dites « Ce que les populations de nos régions veulent, c'est que les fonds publics auxquels ils ont contribué soient réinvestis de façon responsable et qu'on s'attaque aux problèmes fondamentaux qui les touchent. » La députée Sylvie Bérubé d'Abitibi, Baie-James, et Ioux a fait part d'un fonds d'urgence pour l'itinérance, pour aider la Piole de Val-d'Or, mais ainsi que l'accueil d'Amos. Hier, Québec annonçait en conférence de presse un financement supplémentaire de 413 000 pour lutter contre l'itinérance. Et cet argent servira à consulter et à rehausser l'offre d'hébergement d'urgence en collaboration avec les acteurs du milieu, mais ça, c'est à Val-d'Or et à Rouen. Communiqué reçu la semaine dernière de l'accueil d'Amos, je cite, « Malgré de nombreux appels à l'aide, d'exercices d'optimisation des ressources, le personnel en place n'y arrive plus. Depuis près de 2 ans, la situation se dégrade. » J'ai sorti l'information lors de la période de questions du 16 septembre de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, qui mentionnait pour elle, pour donner suite à l'enjeu de l'insécurité alimentaire, je te cite, et je la cite, je te cite pas, mais je la cite. Elle mentionne justement le 16 septembre, « Nous avons mis du financement à la disposition des banques alimentaires et des organismes de bienfaisance pour les aider à répondre aux besoins de la population canadienne. Nous continuerons de lutter contre l'insécurité alimentaire, notamment en respectant nos engagements d'élaborer une politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles. Contexte, l'insécurité alimentaire est définie par le gouvernement du Canada comme étant l'incapacité de se procurer ou de consommer des aliments de qualité ou en quantité suffisante de façon socialement acceptable ou encore incertitude d'être en mesure de le faire. L'insécurité alimentaire des ménages est souvent liée à une incapacité financière d'accéder à une alimentation adéquate. » Et ça, bien, je pense que ça fait suite à l'inflation que nous vivons. Les gens, maintenant, ont 3 jobs, hein? Et pour arriver, et ils n'y arrivent pas encore, ils s'en vont dans des organismes où ils donnent des paniers, mais là, à Amos, l'accueil est en grosse difficulté. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous sortir là-dessus? Tout à fait. D'abord, je veux juste faire une petite parenthèse. Karina Gould est la leader parlementaire maintenant, n'est plus la ministre de la Famille et du Développement social. N'empêche que le contenu de ce qui est nommé témoigne bien de ce qu'on constate trop souvent à Ottawa, c'est-à-dire que le fédéral va être capable de nommer certains enjeux, ne les nommera pas nécessairement avec les nuances ou l'engagement qu'on aimerait, particulièrement pour le Québec. Mais quand même, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas conscients du problème. À partir de là, est-ce que les solutions sont adaptées aux besoins des gens? L'enjeu de l'itinérance, on en a parlé notamment il y a quelques semaines ici avec une de tes émissions, Guylaine, comme quoi ça nous touche désormais en Abitibi-Témiscamingue. Ouais. On ne peut plus y échapper et qu'effectivement, les gens ont besoin d'aide. Le milieu communautaire réussit à faire des miracles avec peu de moyens. Il faut être capable d'amener davantage de moyens, davantage de ressources pour pouvoir maintenir en place cet écosystème-là qui va aller chercher les gens qui tombent dans les mailles et qui ont des besoins qui sont immenses. C'est pas par gaieté de cœur qu'une personne va chercher un panier, bien au contraire, mais ça permet de maintenir en quelque part une survie. Et dans le contexte de l'inflation qui est immense, qui est galopante, qui a un impact sur tout le monde, des gens qui avaient une hypothèque signée à près de 1 % qui se retrouve maintenant à 5-10 %, ça a de l'impact sur le portefeuille
des gens. Donc, il faut être capable de mettre en place des éléments qui sont concrets. Donc, de venir en aide à ces organismes-là. Et la réponse du fédéral, jusqu'à maintenant, elle est plutôt timide. Oui, le projet de loi C-56 amenait quelques pas, mais encore là, ça s'est stallé en chambre, puis ça ne bougera pas, puis ça ne fera pas de miracle, puis ça ne répond pas à la question concrète d'aide aux gens qui sont dans le besoin pour payer leur facture d'épicerie. Ça amène, OK, un souhait de dire, bon, ben peut-être que sur certains produits, ça va pouvoir baisser les prix, mais encore là, le problème est beaucoup plus large. Comment on le règle? Bien, c'est là où le Bloc québécois a mis de l'avant ses revendications dans l'énoncé budgétaire qui s'en vient dans les prochains jours du côté de la ministre Freeland, la ministre des Finances. Pour nous, un des volets, c'est comment on peut augmenter la construction de logements sociaux abordables. Et abordables parce que dans l'offre et dans la demande, si les prix ont explosé, bien, c'est notamment parce que ces logements-là ne sont plus aussi accessibles qu'ils étaient. Si on a accès à un logement abordable puis on a accès à un logement régulier, bien, peut-être que ça va faire baisser les prix aussi des logements réguliers. Ni un ni l'autre sont maintenant disponibles et ça a fait des prix exploser. Donc, comment on peut agrandir ce parc locatif-là? Ça prend des mesures qui sont en place. On a eu toute une réflexion cet été avec mon collègue Denis Trudel, qui est porte-parole en logement, qui est venu aussi même du côté de la région de Abitibi-Témiscamingue, qui a participé à des rencontres auxquelles les gens d'Amos ont notamment contribué. Il faut amener, donc, une des solutions aussi, c'est que ça prend de l'argent pour un parc locatif, disons, de manière plus communautaire. Comment on peut faire en sorte qu'on permette à des organismes ou à des communautés d'acheter des logements pour pouvoir les rendre abordables sur le marché locatif. Et ça, ben, c'est des solutions qui ont fonctionné ailleurs, qui, sans être nécessairement des programmes d'HLM et autres, mais qui vont pouvoir permettre de bonifier l'offre de logement pour des gens qui ont moins les moyens. Donc, c'est là deux solutions assez concrètes. On n'est pas dans un programme électoral, hein, ce n'est pas le budget non plus, c'est un énoncé budgétaire, mais à travers ça, le gouvernement va réorienter sa stratégie. Au moment de déposer le budget l'année passée, il n'y avait pas encore tout le contexte de l'inflation qu'on connaissait. Ça commençait. Donc, oui, il y a des ajustements qui sont à faire de ce côté-là. Peut-être dans les revenus aussi que le gouvernement pensait avoir. Peut-être qu'il est plus élevé, peut-être moins. Là, c'est ce qu'on va savoir prochainement. Mais il faut amener des mesures. Moi, dans les gens qui sont les touchés les plus directement, bien, je veux nommer nos personnes âgées. Et ça fait longtemps depuis que je suis en politique que c'est un des premiers chevals de bataille. Comment on fait pour augmenter les revenus de nos aînés? C'était un besoin avant la pandémie, c'est un besoin avant l'inflation, c'est un besoin avant toutes ces crises-là. Il faut être capable d'agir. Et là, ben, on revient à la charge là-dessus parce que, ben là, on a donné à l'appui, on se rend compte que, Colin, le revenu de nos aînés actuellement, si on compare au coût de la vie, ben, on est peut-être le 32e pays de l'OCDE. On est un pays du G7, un des pays les plus riches au monde, mais la qualité de vie de nos aînés, leur pouvoir d'achat est à peu près 32e de l'OCDE. Donc ça, il y a quelque chose d'absolument choquant. Et le gouvernement fédéral s'est toujours refusé d'aider les aînés de 65 à 74 ans, a fait un temporaire là, d'un contexte préélectoral, on le rappelle, pour les aînés de 75 ans et plus. Mais il y a un rattrapage majeur qui a à être fait de ce côté-là. Les aînés n'ont plus la même capacité d'avoir un revenu autonome. Quand on parlait d'avoir 3 jobs, ben c'est plus là à la fin de la vie qu'on est capable de faire ça. Non, les revenus de retraite devraient être suffisants et on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il faut être capable de leur donner un coup de main. Puis on voit de plus en plus de personnes retraitées sur le marché du travail là, actuellement, justement parce que la pension de la sécurité, elle n'est plus à point. Elle ne suit pas nécessairement l'inflation, là. Tout à fait. Et c'est là où les gouvernements ont manqué au cours des années. Tu sais, on parlait de la construction de logements abordables. Bien, ça fait à peu près 30 ans que le fédéral n'a pas investi là-dedans. Et à chaque fois qu'il annonce un programme, bien, il y a toujours des querelles avec Québec pour savoir à quel moment va être dépensé cet argent-là. Puis on se rend compte que ça prend 3, 4, 5 ans de plus d'avoir cette entente-là avec l'Ontario qu'avec le Québec. Et ça, c'est extrêmement choquant. C'est extrêmement choquant. Ça prend, on dirait, des contextes de crise pour faire en sorte que le gouvernement fédéral veut faire des petits pas. Mais là, ce désengagement-là, depuis 30 ans, a eu son impact. Donc, je rappelle, là, créer de l'argent pour la construction de logements abordables, c'est la nécessité première. Mais il va falloir aussi que ces programmes-là, pour moi, soient adaptés aux réalités régionales. Si c'est juste des programmes de construire des 128 portes, bien, peut-être
peut-être que dans une région métropolitaine, ça peut se faire à Toronto, à Montréal, Vancouver. Mais en même temps, à Amos, pas qu'on n'aurait pas besoin des 128 portes, mais un projet de 128 portes, une tour à Amos, n'aurait pas nécessairement bien sa place. Non, il faut être c'est ça. capable que tout type de logement abordable puisse être créé en fonction de la réalité de chaque région. Puis, à toute proportion gardée, un projet de 8 portes, de 16 portes peut avoir le même impact. Oui, dans une mais région comme ici. il faut aussi avoir une certaine flexibilité aussi au niveau de la construction parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer. Tu sais, à un moment, je m'énonce sur au gouvernement du Québec. Il y a une personne, mais je le dis sous toute réserve, qui est allée dire, ils ont juste à s'acheter une maison. Tu sais, il y a une crise du logement, mais ils ont juste à s'acheter une maison. Donc, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui peut s'acheter une maison, surtout pas dans l'inflation actuelle. Et aussi, est-ce que c'est tout le monde que c'est un besoin essentiel d'avoir une maison et de s'en occuper, parce que c'est beaucoup d'entretien, au lieu d'aller dans un logement où il y a beaucoup moins d'entretien, puis on peut mieux gérer sa vie pour certaines personnes. Tu sais, chacun se catégorise là-dedans. Je suis allée chercher certaines statistiques qui datent de 2022 à Statistique Canada. Le seuil de la pauvreté en 2022, c'était 20 000. Sincèrement, là, est-ce que c'est encore plausible 20 000 dans une inflation comme on est aujourd'hui, 20 000 sous le seuil de la pauvreté, quand là, les gens, j'en entends de tout bord, de tout côté, où là, il y en a qui ont 2 emplois, d'autres qui ont 3 emplois pour réussir à survivre et on les voit aux banques alimentaires aller sécuriser leur alimentation parce que c'est la dernière des choses. En fait, c'est la première des choses que tu coupes parce que de un, il faut que tu mettes de l'essence dans ton véhicule pour aller travailler et de là, tu coupes dans ton alimentation. L'alimentation est moins grande qualité aussi. Alors, parce que le fast-food est toujours moins cher que la bonne nourriture. Alors, il y a aussi une crise sur la santé qui va se faire incessamment également. Donc, c'est une autre problématique qui s'en vient dans notre face, là. Bien, évidemment, la vie, ça tourne, hein, puis il n'y a pas de solution miracle. On a beau accuser Justin Trudeau d'avoir créé l'inflation actuelle par les programmes de subvention pré-pandémiques ou pandémiques, c'est-à-dire, moi, j'adhère pas à cette théorie-là. Je pense qu'on avait la responsabilité d'amener de l'argent aux gens qui n'en avaient pas. Les capacités de dépenser des gens ont été plus limitées. C'est sûr que ça a amené aussi, l'épargne. Puis là, les grands économistes vont pouvoir amener leur théorie par rapport à ça. Reste qu'il y a peut-être une réglementation de marché qui aura manqué. Est-ce qu'on constate notamment tout l'achat des gens qui achètent de plus en plus des conglomérats qui vont acheter des édifices, des immeubles, qui vont les rénover, puis toutes les rénovictions qui sont vécues, ça ne nous échappe pas, et même du côté d'Amos ou de Rouyn-Noranda ou ailleurs en région, comme à Montréal et ailleurs, il va falloir mettre des cadres, ce qu'on aura peut-être manqué par le passé pour protéger justement le besoin des gens qui sont notamment sur le marché locatif. La situation, elle est alarmante, va avoir des impacts, effectivement. Si les gens ne se logent pas bien et n'ont pas assez d'argent pour bien manger, bien, ça va amener des problèmes de santé, des ressources en santé mentale, notamment, des problèmes de santé physique qui vont être payés autrement, peut-être, dans nos hôpitaux et autres. Donc, oui, les questionnements sont là et d'où l'importance d'agir et d'agir, je pense, rapidement pour les gens qui sont moins nantis. Ça va de soi. Ça va de soi. Comme la ville d'Amos en ce moment avec l'accueil qui va réduire ses services ou, tu sais, au niveau de l'hébergement d'urgence. Ils vont avoir ça va être une semaine sur 2 où les gens vont pouvoir s'héberger d'urgence. Mais la même chose au niveau des paniers. Les paniers alimentaires qui sont d'urgence, les gens de la MRC d'Abitibi, si ça ferme, et peuvent-tu aller se nourrir à Val-d'Or ou à Rouen? Là, il y a une problématique aussi. Là. Ah, bien, les besoins vont être partout ailleurs, puis la demande explose partout ailleurs. Notre réseau de la solidarité est, somme toute, assez régional aussi. Quand on pense, exemple, aux différentes friperies, bien, tout est en lien aussi avec le Centre Bernard-Hamel. Puis s'il y a un manque de certains vêtements, ils vont être fournis d'un à l'autre. Et pour s'assurer que chacun soit capable de répondre aux besoins de la population, c'est la même chose au niveau des réseaux de distribution et autres. Fait que je ne verrais pas l'avantage pour quelqu'un de partir d'un milieu à l'autre, puis même, je pense que ça ne devrait pas être
possible. Sûrement qu'il faut remettre une preuve d'adresse ou autre. Là. C'est ça. Mais ça montre comment il y a une urgence d'agir puis qu'on ne peut pas rester sourd. Puis, tu sais, ça questionne beaucoup de choses aussi, l'intervention que tu t'as faite sur nos priorités aussi gouvernementales. On est encore dans un ère dans lequel les compagnies pétrolières reçoivent des subventions pour verdir leur production, de faire des captations carbone à la source et autres. Oui, on comprend que c'est positif, mais ça reste des compagnies qui ont fait 200 milliards de profits. De profits nets, tu sais. Et pour jusqu'en 2035, on annonce encore des subventions jusqu'à l'ordre de 83 milliards. T'sais. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que cet argent-là est bien placé? On comprend que le pétrole crée beaucoup d'emplois, amène l'économie, est responsable aussi très largement. Le plus premier facteur de l'inflation au Canada a toujours été l'industrie pétrolière. Donc, si les tarifs du pétrole augmentent, bien forcément, ça va faire augmenter les revenus, mais aussi l'inflation. Il y a un problème de ce côté-là. Est-ce qu'on peut aller chercher l'argent là où elle est, puis notamment dans les pétrolières, en arrêtant de les subventionner? Il y a une réflexion de société majeure. Fait que ça, c'est une des positions aussi que défend le Bloc québécois. Est-ce qu'on peut faire une véritable transition énergétique? Est-ce qu'on peut mettre l'argent là où elle est, mais surtout arrêter de la donner à des gens qui vont continuer d'exploiter quelque chose qui est un polluant, même si c'est plus nécessairement les champs de sable pollués comme on voyait les images de Fort McMurray à une certaine époque, reste que du pétrole vert, ça n'existe pas. Non, exactement. Dans votre communiqué, vous parliez, dans l'énoncé que vous avez fait sur la mise à jour économique. Bon, on revient à la pénurie de logements, là. Alors, tu parlais ici, avec Sylvie Bérubé, d'abolition de la TPS sur les nouvelles constructions. Donc, est-ce que c'est déjà en place, ça? Bien, c'est le cœur du projet de loi C-56, donc effectivement qu'on supporte de ce côté-là. On souhaite aller un peu plus largement, mais n'empêche que c'est une mesure qui est intéressante, qu'on soutient. Mais comme je vous dis, le jeu politique en Chambre est complètement bloqué par les conservateurs qui ont décidé pour des raisons qui leur appartiennent, que je trouve plutôt obscures, de dire, ben, regarde, on ne veut pas que rien avance. Ils se sont positionnés comme le gouvernement en attente. Ils veulent faire mal paraître les libéraux puis montrer qu'ils ne sont pas capables d'amener des solutions. Une de ces façons de faire-là, c'est ce qu'on appelle soit du filibustering en comité ou d'amener des orateurs multipliés qui vont prendre des tours de parole jusqu'à temps. Puis on s'entend, les conservateurs sont 119. Fait qu'ils peuvent demander 119 tours de parole avant qu'on puisse passer au vote de 10 minutes chacun, plus 5 minutes de questions-réponses. Donc, c'est une façon de faire l'obstruction parlementaire, non seulement sur ce projet de loi-là, mais sur l'ensemble des autres, parce que pendant qu'on parle de lui, on ne parle pas des autres. Et ça, ben, c'est une mesure qui ne peut pas être mise en place à cause de l'obstruction des conservateurs. OK. Fonds pour accélérer la construction de logements. Bien, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, bien, il faut être capable d'amener, particulièrement dans le logement abordable, le logement social, de l'argent, des liquidités pour les entrepreneurs qui vont pouvoir faire le choix de dire, bien, moi, je ne m'en vais plus nécessairement dans un condo, je m'en vais dans le locatif, je m'en vais dans l'abordable parce que on va trouver la même rentabilité du projet, mais qu'en même temps, on va s'adresser à une clientèle différente, puis une clientèle qui en a particulièrement besoin de façon criante et qui a été ignorée pendant les 30 dernières années. Est-ce que tu crois que les villes et municipalités auraient avantage aussi d'amener plus de flexibilité à la construction différente sur leur territoire? Je ne suis pas un expert de la situation municipale, puis je comprends qu'elle est différente, évidemment, d'une municipalité à une autre. Évidemment, on peut comparer Amos avec Montréal, comment les besoins peuvent être très différents. Mais je ne doute pas de la créativité puis de l'urgence de chaque milieu municipal à pouvoir accélérer la construction de logements sur leur territoire. Évidemment, ils doivent composer avec des normes, des exigences gouvernementales qui sont de plus en plus élevées. J'aime bien nommer quand même l'enjeu qui a été celui de l'île verte avec l'obligation de mettre des gicleurs partout, dans tous les centres de personnes âgées. Je pense que c'est quelque chose qui était une bonne idée d'un point de vue de sécurité, mais en bout de ligne, tout l'argent que ça a coûté, on n'a pas fait de construction nécessairement de logements neufs pendant ce temps-là. Puis en bout de ligne, est-ce qu'on aura nuit à la qualité de vie de beaucoup plus d'aînés par cette norme-là que par la construction de logements, parce que ces bâtiments-là n'étaient pas faits pour pouvoir avoir un système de gicleurs intégré. La question se posera peut-être jamais, mais il faut être capable de penser que nos normes doivent répondre à des besoins. Je sais, il y a un autre des fléaux, les compagnies d'assurance qui réclament des sommes
astronomiques pour un risque zéro. Souvent, les gens sont même surassurés sans s'en rendre compte parce qu'il y a des assurances d'assurance qui sont prises et qui ont des impacts. Puis en bout de ligne, si on dit que ça coûte environ 400 000 la porte actuellement, faire une construction de logement, même dans un contexte comme l'Abitibi-Témiscamingue, 400 000 on n'est plus dans le logement abordable. Refile ça sur 30 ans, 35 ans, divisé par le nombre de mois, ajoute un 200$ d'assurance parce que c'est ça que ça a maintenant. On est loin, loin, loin d'être dans l'abordabilité. Donc oui, il y a une réflexion sur tout ce qui touche la construction de logement, mais tout ce qui est l'autour. Puis quelque chose que je pense qu'on peut réfléchir, c'est de voir comment le gouvernement fédéral particulièrement, mais les gouvernements peuvent contribuer à ce qui est le sous-sol. Si on aurait des subventions plus généreuses pour nos réseaux d'aqueducs, pour la construction de nos trottoirs, pour évidemment des infrastructures sportives, pour les mettre à jour et tout, bien, ça fait en sorte que cette facture-là est plus nécessairement refilée dans le coût d'une construction. Particulièrement, comme je dis, l'aqueduc, puis les téléphones, puis de brancher les affaires. Quand on a à défaire des routes pour faire passer des fils, créer des nouveaux quartiers, créer des routes même, c'est non sans coût. Mais si cette facture-là est toujours refilée aux promoteurs, bien, ça va se refiler aux consommateurs. Si le fédéral pouvait agir de ce côté-là, bien, je pense qu'on se donnera un coup de main. Là. Tu parles aussi de hausse des taux d'intérêt, prêts sans intérêt ou à faible taux, qui serait une des solutions aussi. Là, on est notamment dans le contexte du compte d'urgence, qui était un programme pandémique qui est absolument nécessaire. Nos entreprises qui, du jour au lendemain, se retrouvent à devoir fermer leurs portes, donc à plus nécessairement avoir de revenus, à plus pouvoir aller sur le terrain, à plus nécessairement pouvoir poursuivre la production. Un compte d'urgence pour les petites et moyennes entreprises avait été créé, là, un montant de 40 000 donc si on remettait avant une certaine date 30 000 bien, le 10 000 restant était pardonnable. Donc, une subvention de 10 000 mais à condition qu'on rembourse 30 000. Ça a été prolongé une première fois dans le contexte de l'inflation, mais reste que là, on arrive à l'échéance qui était le 31 décembre. Le gouvernement, très généreusement, a décidé d'ajouter 3 semaines. Mais 3 semaines, quant à la facture de Noël, c'est pas une réelle rentrée de revenus nécessairement pour les gens, pour les entreprises. On souhaiterait pouvoir, et puis là, on s'appuie sur les demandes, notamment de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, puis même plus d'une 50aine de personnes de la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue d'entreprises ont signé une demande pour pouvoir prolonger ce compte d'urgence-là d'1 an. Ou en tout cas, on espère au moins passer la saison estivale. Parce que ceux qui ont vécu dans les dents, si on veut, la pandémie, c'est beaucoup nos entreprises touristiques, nos entreprises, évidemment, l'hôtellerie, les restaurateurs et autres. Donc, la saison estivale est absolument essentielle pour ça. On a eu une bonne saison, somme toute, l'année dernière, mais pas suffisante pour engager assez de revenus pour commencer le remboursement de ce compte d'urgence-là. Et là, on arrive à l'échéance, et ce que le gouvernement envoie comme message, c'est dire, bien, allez vers les banques, tournez-vous, allez chercher cet argent-là. Puis, sauf que là, ça se fait un prêt de quoi? 15, 18, au mieux 10 Quand tu n'es pas capable de rembourser à 0 tu n'es pas plus capable de rembourser à ce montant-là. Donc, il y a une certaine crise et on anticipe une fermeture majeure de plusieurs PME. Tu sais, déjà, à peu près 80 des PME qui ont fermé, 60 des PME qui ont fermé étaient au Québec. C'est dire comment l'écosystème des PME est important. Il y a 80 des PME qui disent qu'ils vont peut-être fermer leurs portes dans la prochaine année, faute d'être capable de rembourser des prêts, notamment celui du compte d'urgence. Donc, ce qu'on demande au gouvernement fédéral, c'est plus de flexibilité. Puis je peux vous dire au nombre de questions qu'on a posées en Chambre, notamment, je salue le leadership de ma collègue Nathalie Saint-Clair-Desgagnés, mais aussi, moi, je l'ai accompagnée là-dedans, puis on a parlé de différents collègues aussi qui sont intervenus, notamment pour parole en agriculture, parce que ça peut toucher nos fermes agricoles, puis particulièrement ici en Abitibi-Témiscamingue. Ça a été géré notamment par les SADC, puis l'écho que j'ai, somme toute, parce qu'il y avait de l'accompagnement, puis il y a eu de la formation, les impacts en région sont quand même un peu plus limités qu'on le voit ailleurs. Parce que ça a été bien géré par les SADC, de ce que j'en conçois, mais partout, on constate qu'il y a une crise, puis il risque d'avoir une vague de fermeture très, très importante des entreprises. Est-ce qu'on peut offrir plus de flexibilité? C'est de l'argent que le gouvernement a emprunté il y a 5 ans, 0 d'intérêt ou à peu près. Fait qu'il n'y a pas de conséquences pour le gouvernement. C'est des revenus majeurs. On parle de l'ordre d'une
des dizaines et des dizaines de milliards de dollars de revenus que le gouvernement veut avoir dans ses coffres. On ne dit pas qu'on ne doit pas de rembourser ces sommes-là. On dit juste est-ce qu'il peut avoir un peu plus de flexibilité. Puis surtout, il peut y avoir aussi une ligne pour pouvoir parler avec le gouvernement, comme on l'a pour les gens qui n'ont pas été capables de payer leurs impôts, d'avoir des ententes de paiement et d'aller sur peut-être une certaine période adaptée à la réalité de l'entreprise aussi. C'est juste du gros bon sens là, pratique pour les gens pour permettre d'éviter massivement des faillites. Il faut mettre en place des moyens pour nos entreprises de juste avoir un peu plus d'oxygène parce que c'est pas en leur donnant 3 semaines dans le temps de rembourser la carte de crédit des frais qu'on va faire la différence. Vous parlez d'un fonds d'acquisition pour... Bon, on a parlé déjà, le fonds d'acquisition pour les organismes sans but lucratif, justement pour soutenir efficacement la pénurie de logements. Donc, on en a déjà parlé, alors on va sauter à l'autre. Là, tu parlais ici d'une discrimination au niveau de la pension de sécurité de vieillesse pour ceux qui ont 65 et jusqu'à 74 ans. Peux-tu nous parler un peu, c'est quoi cette discrimination-là que vous voyez, là? Là, je m'excuse, ça va peut-être anticiper certains sujets, puis je vais me répéter un peu, mais il y a eu un programme d'aide pour les 75 ans et plus dans le contexte, un chèque de 500 $ dans le contexte préélectoral. En 2021, donc, au moment de la dernière élection. Ironiquement, ces gens-là vont avoir dû rembourser une partie des revenus qu'ils ont reçus. Ce 500$ est imposable. Donc, arrivé à la fin de l'année, une fois que l'élection est passée, le montant est moins aussi généreux qu'il était, comme bien des gens qui ont reçu... Une belle tactique pour se faire élire. En tout cas, regarde, je vais m'arrêter là, mais les mesures d'aide des libéraux vont toucher davantage les 75 ans et plus, comme celle-là, et c'est pas vrai que les besoins commencent à 75 ans, bien au contraire. Je pense qu'il faut être cohérent que l'âge de la retraite est à 65 ans. Les besoins sont de cet ordre-là, d'agir dès 65 ans, peut-être pour donner un coup de main, effectivement, sur la qualité de vie, maintenir en place des saines habitudes de vie et des habitudes de saines habitudes de vie à la retraite, bien ça, c'est de l'argent public qu'on va économiser dans notre système de santé, ça, j'en suis convaincu, pour permettre, évidemment, des meilleures conditions de logement, des meilleures conditions de vie, des meilleures conditions alimentaires. C'est des enjeux qui sont essentiels, mais les besoins se chiffrent là, de façon importante, mais il faut agir dès 65 ans. Et pour avoir fait plusieurs rencontres ici, notamment à la station, les besoins sont immenses. Vous avez des gens qui sont particulièrement mobilisés, particulièrement bien documentés, qui sont particulièrement réseautés, qui connaissent bien les besoins des gens. Moi, en tout cas, je les remercie pour ce travail-là. J'étais en lien souvent avec eux, notamment quand ma collègue Andréane Larouche a fait la tournée sur son projet de loi qui visait notamment à faire ce petit pas-là d'augmentation des revenus, puis une meilleure cohérence aussi dans les programmes gouvernementaux, puis de casser cette non-reconnaissance-là des besoins des aînés de 65 à 74 ans. D'ailleurs, je tiens à le nommer, ce projet de loi-là a été adopté en deuxième lecture, donc va se rendre en comité. Ça va être une occasion de recevoir des spécialistes, des experts d'un peu partout, des universitaires, mais aussi des groupes d'aînés qui vont parler de leurs besoins. Ça va se faire donc prochainement en comité, mais ça s'est fait sans l'appui du gouvernement. Donc ça, il y a quelque chose d'absolument aberrant. C'est les 3 partis d'opposition qui se sont mis ensemble pour dire non, nos aînés sont importants. Et le gouvernement a fait sa sourde oreille là-dessus et s'y est opposé. Pour moi, il y a quelque chose d'absolument cynique et de manque de respect envers nos aînés. Et le contexte, bien, on revient à la charge. On a voté contre les budgets auxquels on a participé, les 3 budgets auxquels moi j'ai assisté, on a voté contre, notamment parce qu'il n'y a pas de support aux aînés. Puis on dirait que la situation est de pire en pire à chaque fois parce que la situation va impacter directement les aînés sans qu'ils ont la capacité de faire un revenu autonome. Là, c'est la crise du logement qui les impacte directement, la crise du panier d'épicerie, mais ça va les toucher de plusieurs façons. Il faut augmenter le revenu. Ça, c'est votre choix. Je t'amène hors contexte aussi parce que, oui, les aînés, c'est important, mais la société qui grandit, elle aussi a besoin de cet argent-là. Elle a besoin, justement, de pouvoir manger, elle a besoin de pouvoir continuer sa vie sociale, etc. Tu sais, quand on a parlé un peu plus tôt, les gens sont rendus sont au seuil de la pauvreté, malgré le fait qu'avant, ils ne l'étaient pas, avec un emploi. Aujourd'hui, ils en ont 2 puis 3 pour arriver à boucler la fin de mois. Est-ce que le gouvernement voit, y a-t-il un programme qui s'en vient pour ceux qui ne l'étaient pas sur le seuil de la pauvreté, puis que là,
il arrive dans le seuil, là. Ça serait vraiment intéressant d'avoir des données justement là-dessus pour pouvoir parfaire notre argumentaire puis de revendiquer davantage au niveau gouvernemental ces sommes-là supplémentaires qui peuvent se placer dans plusieurs types c'est pas juste de donner un chèque aux gens. C'est aussi de venir en aide à nos organismes. C'est aussi de lutter contre les monopoles dans les situations de nos épiceries, notamment. Épicerie, l'essence. Moi, je misais sur les circuits courts, notamment. Comment on peut faire en sorte, par des BNDE et autres, là, mais aussi par les marchés publics, comment on peut renforcer l'achat de produits locaux par nos gens, puis de façon moins chère. Là, il y a des réflexions de société. Est-ce que c'est encore nécessaire de manger des fraises au mois de juillet, au mois de janvier ou février? Bien là, la question peut se poser. Est-ce qu'on doit réfléchir autrement notre consommation pour pouvoir économiser peut-être puis manger plus des produits de saison? Mais n'empêche que c'est des grandes questions philosophiques, puis les gens n'ont pas le temps de faire de la philosophie en ce moment parce que l'objectif, c'est de rentabiliser. Il faut être capable d'agir directement là où les besoins sont et de soutenir adéquatement ces gens-là. Puis jusqu'à maintenant, effectivement, on se rend compte que la réponse du gouvernement fédéral est plutôt timide. Et ça, ben, c'est inacceptable. Le gouvernement du Québec a fait certaines annonces là, en région cette semaine, mais il reste que faut que ça ait une portée durable aussi. Exact. Écoute, c'est déjà terminé. On a fait le tour du communiqué de presse qui a été envoyé. Alors, de quelle façon que les citoyens et citoyennes peuvent t'aider à apporter plus d'argumentation au gouvernement, à appuyer encore plus le travail que tu fais au gouvernement par les besoins de la population en Abitibi-Témiscamingue? C'est une belle question. C'est sûr que nous, on est toujours très sensibles aux courriels qu'on reçoit, au téléphone qu'on reçoit. Puis je me permets peut-être de donner les coordonnées. Numéro de téléphone 819-762-3733 ou on a un numéro 800-1-800-564 567, pardon, 1-800-567-6433. 1-800-567-6433 ou le plus simple encore par le site internet lemire.info, donc lemire.info. Il y a un formulaire demande de service, donc un volet citoyen. Voici la situation dans laquelle je vis, c'est quoi les conséquences. Puis c'est vrai aussi pour les entrepreneurs, ça peut être vrai aussi pour les municipalités et autres. Voici les conséquences de ce qui se passe présentement dans mon budget. Et moi, ben, je me fais toujours un devoir dans chacune des interventions que je fais à la Chambre des communes. Et ils sont assez nombreux. J'ai cette chance-là en étant porte-parole de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des sports, bien, les sujets sur lesquels on va toucher un de ces volets-là arrivent souvent. Donc, le Bloc québécois me sollicite souvent pour faire des allocutions en chambre. Puis, on a toujours cette structure-là de dire, bon, bien, il y a un volet qui est évidemment, c'est quoi que revendique le Bloc québécois, évidemment. Mais il y a un volet pour moi, c'est quoi l'impact que ça a sur mes responsabilités au niveau de l'industrie et donc aussi nos PME locales, mais aussi quel impact que ça a en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça fait partie de ce qui nous alimente puis de ce qu'on veut nommer à la Chambre des communes. Donc, d'avoir des exemples concrets de ce qui est vécu parce que les gens nous l'ont partagé, parce qu'on les rencontre sur le terrain, parce qu'ils viennent vers nous, bien, ça nous permet d'alimenter le contenu de ces discours-là avec des exemples très concrets. Justement, sur le projet de loi C-56, bien, j'avais mentionné l'exemple des circuits courts, la fermeture d'ADL, comment c'était le plus gros grossiste indépendant régional du Canada qui couvrait l'Abitibi-Témiscamingue, le nord du Québec, le nord-est ontarien, puis aussi le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui avait donc ce lien-là des productions locales. Bien, une fois qu'ils ont fermé, ça a donné quoi? Bien, ça a été la tomate de Guyane devait passer par Montréal avant de revenir sur nos tablettes, puis progressivement, bien, Guyane a transformé ses serres, puis a arrêté de faire la production de la tomate. Parce qu'on n'avait plus ces circuits courts-là qui nous permettaient de garder, évidemment, la fraîcheur, la qualité et autres, mais l'abordabilité puis la proximité de ce qu'on produisait au niveau local. Donc, il y a toute une réflexion qui est engendrée de ce côté-là. Mais quand moi, je reçois des témoignages des gens, quand on a, bien, ça
nous sert pour pouvoir alimenter le contenu de ce qu'on revendique en Chambre. Donc, d'avoir cette couleur-là de l'Abitibi-Témiscamingue dans un écosystème qui est très Toronto. Là, Ottawa ne vit, on dirait que pour Toronto, ces mesures, si ça ne va pas bien à Toronto, on va le savoir, puis il va y avoir des programmes très généreux. Mais quand on parle des régions ailleurs, particulièrement du Québec, il faut se battre. Puis c'est ce qu'on fait. J'ai le sentiment d'être à la bonne place, d'avoir peut-être certainement plus d'impact que je m'y attendais pour être capable de faire bouger les choses. Mais il faut revenir à la charge parce que la situation actuelle, il y a des gens qui souffrent. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Ceci termine justement l'émission spéciale Sens politique. Alors, nous, écoutez, on va se voir pour une autre émission, c'est sûr. D'ailleurs, il y a le député Pierre Dufault qui s'en vient avec nous. Donc, on va l'avoir pour la semaine prochaine. Alors, on pourra aller voir en détail qu'est-ce qui va se passer au Québec. Mais là, on a eu au moins la perspective du Canada avec le Bloc québécois. Alors, merci à tous. À la prochaine. Merci, à bientôt.